Pour qui croissent les corbeaux? Un conte de Nicolas Lyot, tiré de son recueil Quand je serai grand, je serai mort. Il était une fois, à la croisée de trois chemins hérissés d'herbes folles, un large chêne dégarni. Ses deux branches les plus basses fuyaient dans des directions contraires, l'une vers le ponant, l'autre vers le levant. Elle lui dessinait une telle silhouette qu'on l'eût pu volontiers pris pour un calvaire bancal planté à la va-vite que pour un arbre plusieurs fois centenaire. L'une d'elles supportait le poids de deux chaînes épaisses, au bout desquelles la planche en bois mousse d'une balançoire pendait de travers. Tous les soirs, sa chevelure blonde embrasée par les feux agonisants du crépuscule, une fillette, gratifiée du beau nom d'Eugénie, se frayait un chemin à l'aide d'une petite serpe au milieu des ronces et des ajoncs qui repoussaient aussi vite que les têtes d'une hydre. Et, d'un pas mesuré, elle allait s'asseoir sur le siège fragile de la balançoire. Une corde grossière était nouée au milieu de la branche opposée. À son extrémité, le cadavre anonyme d'un pendu oscillait, écorché avec patience par les insectes nécrophages. « Bien le bonsoir, mon pendu !» lui lançait la petite fille mutine, en lissant sa robe pourpre de poupée du plat de la main pour en chasser tous les vilains plis. Appuyée sur la pointe de ses délicates bottines à lacets, elle s'élançait et commençait à se balancer, ses petites mains d'un blanc laiteux agrippées au fer froid des chaînes. Battant l'air de ses courtes jambes, la tête inclinée selon une chorégraphie parfaite, elle gagnait en célérité à chacune de ses allées et venues et répandait dans les airs les sons clairs de chansonnettes frivoles. Jamais elle ne se lassait du mouvement et du bruit. Bien au contraire, elle veillait à ne surtout pas les interrompre, car l'un et l'autre tenaient éloignés les corbeaux affamés qui, dans les peupliers tout proches, laissaient entendre leur fureur et les empêchaient de faire disparaître, becquet par becquet, son muet compagnon de jeu. Pour cela, les oiseaux la haïssaient, car une telle quantité de charogne, cuite à point par le soleil, constituait un mets de choix d'une grande rareté, dont ils ne pouvaient hélas disposer à leur guise. Taraudés par la faim, les corbeaux rongeaient leurs freins sur leurs juchoirs, éperonnant la petite Eugénie de leurs regards acérés, comme une malédiction vieille de plusieurs âges. Riant de leur colère, la jeune fille chantait avec un plaisir redoublé. Comme il lui était agréable de fredonner tous ces airs joyeux de sa voix d'angelot, comme elle était fière de donner au pendu la pleine mesure de son talent. Parfois, il lui semblait que ces formules mélodiques atteignaient une beauté si parfaite, si émouvante, que le cœur de son ami trépassé s'emplissait de l'écho de battements révolus. Quand, enfin, son répertoire se trouvait épuisé, Eugénie engageait une longue conversation avec le pendu, sans cesser de se balancer. Elle prenait soin d'entrecouper ses paroles de silence, au cas où la langue gonflée du cadavre se détacherait de ses lèvres sèches pour produire quelque bruit mou en manière d'assentiment ou de désapprobation. Elle lui confiait des secrets, lui faisait part de ses joies et de ses peines, le divertissait par des devinettes et des charades. Si elle avait eu une amie et confidente de son âge, Eugénie ne lui aurait pas offert avec une plus grande confiance les clés de son cœur. Les heures passaient vite, et lorsque la nuit, noire et morne, s'était partout installée, la fillette descendait à regret de sa balançoire. Sans même un lampion pour la guider parmi les herses de buissons épineux, elle revenait sur ses pas, la mort dans l'âme, car elle savait que les corbeaux profiteraient de son absence pour se livrer à leurs abjectes ripailles tant convoitées. Lorsqu'elle revenait le lendemain soir, il lui était toujours aussi pénible de trouver son compagnon plus maigre que la veille, privé d'une oreille, d'un doigt. Ces détestables oiseaux, repus, croissaient d'une complaisance perverse, quelque part dans la ramée des peupliers, aiguisant leur bec tapageur contre les troncs. Dissimulant son chagrin
Dans les longues tresses de vocalises qu'elle laissait s'échapper de sa gorge menue, Eugénie se balançait, avec non moins d'entrain, tandis que ses yeux fouillaient le feuillage des arbres à la recherche de ses rivaux. Ceux-ci finirent cependant par s'habituer à sa présence et apprirent peu à peu à ne plus la craindre. Par bravade, l'un d'eux se détachait parfois du groupe pour se laisser tomber sur l'épaule du pendu et lui entamer la joue d'un rapide coup de bec, avant de s'enfuir à tire-d'aile avec la prestesse scélérate d'un détrousseur. Le volatile se tournait vers Eugénie et, à son intention, agitait d'un air victorieux le trophée de chair soustrait au cadavre. L'enfant délaissa dès lors sa balançoire pour faire le guet, assis en tailleur, sur la dalle de terre stérile, sous les pieds ballants de son protégé. Il lui fallut user du fil de sa serpe contre un oiseau plus hardi que véloce pour de nouveau gagner la crainte de ses ennemis. Mais l'esprit artificieux des corbeaux, dont la faim était l'inspiratrice la plus persuasive, conçut bientôt une nouvelle machination. Les attaques individuelles devinrent des assauts en règle, et les oiseaux grêlons de plumes noires s'abattirent sur le corps mort en une averse de griffures et de morsures. Une serpe pour une vingtaine de corbeaux. Dans la confusion, ceux que la lame ne mettait pas en pièces profitaient du massacre des leurs pour gonfler leurs jabots de victuailles putréfiées. Quand ces assaillants s'en retournaient en leur repère pour y digérer leur rapine en silence, Eugénie s'appliquait à panser les blessures de son compagnon mutilé. La fillette parait pour cela son ramage des modulations les plus lénifiantes et méliflues. Hélas, à chaque charge des corbeaux succédait une autre, plus violente encore. Déterminés à ne laisser derrière eux que la blancheur crayeuse de l'os brut, les volatiles s'acharnèrent et surent bientôt esquiver chacune des estocades de la serpe. Eugénie lutta aussi longtemps que le lui permirent ses bras meurtris par les coups de griffes portés en traître, jusqu'à ce que mourût en elle toute étincelle de force et de volonté. Alors, sans même un scrupule ni un regret, comme si elle n'avait jamais guetté avec hâte l'heure d'aller tenir compagnie à son pendu, elle renonça. Il lui était devenu insupportable de s'adonner à ce jeu dont elle n'était plus maîtresse. Déçue, lasse de voir toutes ces paroles murmurées ou chantées se briser contre les restes du suicidé sans parvenir à leur insuffler un semblant de vie, Eugénie n'obéit plus qu'à sa rancœur. « Vois-tu, mon bon pendu, se prit-elle à déclamer à la manière d'une tragédienne, seul tu as longtemps été et seul il te faudra être à nouveau. Il te faut comprendre que ton silence me pèse. Tout est de ta faute, sache-le. Si mes chansons t'avaient inspiré le plus petit éloge, si mon dévouement m'avait valu un peu de ta gratitude, je me serais pendu pour toi à la chaîne de cette balançoire. Pour toi, et pour m'épargner la vision du dernier rost de ton corps roulant dans les herbes hautes. Telle une poupée passée de mode qui, au lieu d'être reléguée pour un repos mérité au fond d'une boîte, se retrouve condamnée à être démembrée par les mains qui la coiffaient jadis, le pendu fut le pantin supplicié d'un jeu sadique, et par une volonté commune de nuire, en guise d'accord tacite, les ennemis de toujours se firent complices. Au premier signal d'Eugénie, les corbeaux se rassemblèrent sur le tronc creux d'un arbre abattu, à 2 pas du chêne devenu gibet. De quelques tiges de noisetier, la fillette se fit une verge au moyen de laquelle elle maintint un peu d'ordre au sein de cette guirlande de plumes indisciplinées. Alors, devant une ligne d'yeux moirés, elle exposa les règles du jeu. « Disons que je suis une louve et que vous êtes mes louveteaux. Je reviens pour vous de la chasse avec de la viande. La voici. » Elle désigna le cadavre au bout de sa corde. « Fidèle à mon instinct de mère, je renonce à ma part et vous offre le tout sans réserve. Mais je serai mère aussi bonne qu'autoritaire et soucieuse de votre éducation.
Vous vous régalerez de ce gibier, mais vous apprendrez à manger l'un après l'autre, en suivant l'ordre qui aura été établi. » Alors, impatiente d'en imposer à son auditoire attentif, elle se rengorgea comme un roitelet et entonna une étrange comptine. Toc 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 toc, qui toque au couvercle de ce drôle de cercueil enchâssé dans cet étang gelé. Avec prudence, on s'en est approché, et quand on l'a ouvert, voilà ce qu'on y a trouvé. Le bras tendu de l'enfant balaya plusieurs fois l'assemblée, figée dans l'attente. À chaque nouvelle syllabe prononcée, un nouveau corbeau était pointé du doigt. À la fin, le sort voulut que le premier coup de bec fût donné par le plus timoré des volatiles. Mais un autre oiseau d'un âge vénérable, dont le port de stratège l'avait habitué aux honneurs, ne l'entendit pas ainsi. Il s'apprêtait à devancer l'heureux élu quand la caresse cinglante de la verge l'invita à rentrer dans le rang. Les criailleries du tricheur châtié qui se rebiffe firent vite place à une docilité servile. À chaque coucher de soleil, on entendit Eugénie ressasser sa comptine, et l'on vit les corbeaux grappiller à tour de rôle les quelques rognures de charogne qui leur étaient rationnées. Souvent il fallut à la fillette jouer de la badine pour ramener à l'ordre les oiseaux trop oublieux des règles du jeu. À force de rabrouements, elle obtint d'eux qu'ils s'interdisent de toucher au pendu en son absence. S'ils courbèrent l'échine, les corbeaux ne nourrirent pas moins à l'égard du despote en robe pourpre une haine farouche qu'il leur était de plus en plus difficile de tenir secrète. Un soir, en arrivant à la croisée des trois chemins, Eugénie surprit les oiseaux au beau milieu d'une singulière cérémonie. Disposés en cercle autour du pendu, ils émettaient d'horribles cris cadencés à mesure que le cadavre, ballotté par le vent, allait et venait d'un membre du groupe à l'autre. La fillette, comprenant qu'on la singeait et qu'on tournait sa comptine en dérision, les fit cesser et les dispersa en les flagellant presque à mort. La chose se reproduit le lendemain, le surlendemain et les jours suivants, jusqu'à ce qu'Eugénie décida de ne plus interrompre les oiseaux et de les laisser mener leur pantalonnade à son terme. Accroupie derrière un ajonc en fleurs, elle les épia, désireuse de connaître les limites de leur insubordination et de leur effronterie. Elle les vit accompagner de leurs cœurs discordants les va-et-vient du pendu, réduits à un précaire assemblage d'os attachés les uns aux autres par quelques filaments carnés. Quand, à la fin de la comptine, les pieds du squelette eurent désigné l'un d'eux, tous vinrent s'aligner sur le tronc renversé. Aucun n'eut l'audace de chaparder les derniers lambeaux de viande à l'insu d'Eugénie, potentat au sourire de chérubin. Les oiseaux guettèrent l'arrivée de l'enfant avec un calme inaccoutumé et, dans leur regard échangé, une luisance mortifère à laquelle l'imprudente, par trop confiante en son propre empire, ne prit pas garde. Libérant de ses entraves leur rancune inapaisée, ils ne laissèrent à Eugénie pas même le temps de serrer un peu plus fort sa badine dans son poing étroit et déferlèrent sur son corps, le roulèrent telle une vague grosse de douleur. Couvée depuis déjà trop longtemps, la mutinerie éclatait enfin. Au corbeau choisi par le pendu revint le privilège de conduire le guet-apens. Il était reconnaissable entre tous par son maintien de stratège. Ses deux pattes enracinées dans les pommettes tendres de sa proie, il plongea son bec entre les lèvres d'Eugénie, lui arracha la langue avant de lui harponner la gorge pour y faire mourir la voix emmiellée, écœurante nichée là. Aveuglée par ses pleurs, suffoquée d'effroi, la fillette se mit à ramper, supportant sur son dos la colonie grouillante des volatiles qui se disputaient la plus petite surface de sa peau. Déchirée vive, elle parvint à leur faire lâcher prise en se jetant la tête la première dans les halliers d'épines. Au prix de maintes meurtrissures,
elle s'y ouvrit un chemin et disparut. Quand ils en eurent assez d'user leur bec contre les ossements nus du cadavre, les corbeaux se retirèrent sans un bruit, en quête d'une nouvelle table à prêter. Le soir même, le ciel se gorgea de nuées violacées et engendra un terrible orage. La foudre s'abattit sur le chêne et le fendit de haut en bas, jetant à terre la balançoire et les restes du pendu. Tige après tige, les ronces et les ajoncs tramèrent alors un linceul serré sur l'arbre mort, et nul ne revint jamais plus à la croisée des trois chemins. Mais l'endroit ne mourut pas tout à fait. Aujourd'hui encore, quand s'y attarde la brise, les environs résonnent d'une voix fantôme, égrénant avec une infinie tristesse les syllabes monocordes d'une comptine oubliée.